L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Merci à vous qui nous suivez sur Africable Télévision. Bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. Voici les titres de ce journal. Construire une paix durable, c'est la tâche à laquelle s'attelle l'État ivoirien depuis la fin de la crise post-électorale. Il finance aujourd'hui avec l'aide de ses partenaires au développement des initiatives en vue de la réconciliation au sein des communautés qui définissent elles-mêmes leurs actions. Au Niger, suite à la volonté du gouvernement de payer les salaires des fonctionnaires au biétage, l'Union des syndicats des travailleurs nigériens, USTN, dénonce la précipitation de l'opération et dénonce également l'impréparation qui la caractérise. Et puis en sport, nous irons au Gabon pour parler de la première édition du cross du chef d'état-major de l'armée de terre. Une compétition dominée haut la main par les militaires du régiment de commandement d'appui et de soutien de Baraka. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous suivre sur Africable Télévision. En ouverture de ce journal, le Maroc, la Banque africaine de développement qui tient depuis le début de la semaine les travaux de ses 48e assemblées annuelles à Marrakech au Maroc, a consacré cette journée 2 conférences aux ressources naturelles, productions agricoles, minières, énergétiques et humaines, et à l'utilisation des revenus qu'elles génèrent. Nous avons en ligne depuis le Maroc Sanae Taleb, journaliste à l'hebdomadaire international Les Afriques. Bonsoir Sanae Taleb. Bonsoir. Première question, Sanae, un rapport vient de paraître qui donne des indications précises. Le taux de croissance du continent pour cette année et celui attendu pour 2014, des taux de l'ordre de croissance de 4 à 5%. Est-ce que cela s'inscrit dans la poussée constatée depuis environ 7 à 8 mois? Effectivement, oui. Puisque les opportunités économiques que l'Afrique offre sont énormes en ce moment. C'est-à-dire que le continent africain est devenu depuis un moment une destination favorisée pour un grand nombre d'opérateurs, sachant qu'on doit avoir à l'esprit que c'est l'une des rares régions du monde qui enregistre un niveau de croissance depuis des années de 6 à 7%. Il est à rappeler dans ce cadre aussi que la récession économique mondiale de 2009, l'Afrique a été la seule région avec l'Asie à accroître positivement. Le thème de cette réunion, je le rappelle, est la transformation structurelle de l'Afrique. Aujourd'hui, 2 conférences se sont tenues sur les ressources naturelles. Comment ces ressources peuvent-elles constituer les clés de la transformation structurelle de l'Afrique? Il y a l'obligation pour les pays d'Afrique de dresser des réformes sectorielles et sont nécessaires. Ces réformes sont nécessaires justement pour accompagner cette croissance. Et laissez-moi vous dire là-dessus que plusieurs experts sont unanimes pour dire que les infrastructures plus la sécurité sont les 2 clés pour justement une vraie croissance du continent africain, de la majorité des pays du continent. Sanae, 3e et dernière question. À Marrakech, on s'attend à la décision du retour de la banque à Abidjan. Qu'en est-il réellement? Oui, demain jeudi 30 mai, le Conseil des gouverneurs de la BAD examineront effectivement la feuille de route pour le retour du siège de la banque à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Mais sinon, lors d'un point de presse tenu à Rabat, le conseiller spécial du président de la BAD
a déclaré à la presse que la Banque africaine de développement va revenir à Abidjan d'ici la fin de 2013. Après la relocalisation effectuée en 2003 en Tunisie suite au coup d'État de 2002, au Côte d'Ivoire, la banque déclare qu'il va revenir, qu'il finalise les démarches avec le gouvernement ivoirien pour un retour, cette fois, à un nouveau siège à Abidjan. Sanae Taleb depuis Marrakech au Maroc. Merci. Merci. La Côte d'Ivoire, on en parlait tout à l'heure, on en parle encore. Comment construire durablement la paix? C'est la lourde tâche à laquelle s'attelle l'État ivoirien depuis la fin de la crise post-électorale. Il finance aujourd'hui, avec l'aide de ses partenaires au développement, des initiatives des communautés qui définissent elles-mêmes leurs actions en vue de la réconciliation au sein des différentes communautés. Les détails avec Angère Maniani et Bernadette Adou. Au début de chaque rencontre, les communautés sacrifient à un même rituel, implorer la bénédiction divine avant de parler de paix et de réconciliation. Puis des comédiens prennent le relais pour jouer des scènes d'horreur de la crise, avec à chaque fois un même message à la fin, la nécessité de se pardonner pour construire la paix. C'est toujours mieux que ce soit les populations elles-mêmes qui prennent l'initiative de la paix et de la réconciliation. Nous avons pensé que les communautés elles-mêmes pouvaient porter leur projet de cohésion sociale. Et c'est comme ça que depuis mai 2012, nous avons initié un programme de cohésion sociale ici à Abidjan, mais également dans 180 villages en Côte d'Ivoire. Et les communautés elles-mêmes identifient les sources de conflits, proposent des solutions et nous finançons les activités qui vont contribuer à répondre à ces problèmes de conflit. Réapprendre aux communautés que tout opposé à revivre ensemble, c'est le but de cette initiative du gouvernement ivoirien appuyé par des partenaires au développement. Ce qui motive véritablement notre action en faveur de ces populations, ce n'est rien d'autre que la paix, la cohésion sociale, les amener à briser le mur de méfiance qui s'est installé en eux depuis la crise post-électorale, à réapprendre aux populations à vivre ensemble en harmonie et surtout à œuvrer pour le bien de leur communauté. Sur le terrain, la tâche est rude pour ces artisans de la paix. Les blessures de la crise sont profondes. C'est vrai, après cette crise, il y en a qui ont encore, je ne sais pas si le mot n'est pas trop fort, encore de la haine, de la rancœur dans le cœur. Donc quand nous allons vers eux, c'est difficile. Malgré que nous venons avec de bonnes intentions, ils ne sont pas prêts à nous recevoir. Tout se termine en chanson avec l'ensemble des communautés présentes, mais il faudra bien plus pour recoudre durablement les morceaux d'un tissu social abîmé par de longues années de crise. De la Côte d'Ivoire, l'actualité nous conduit au Niger. Suite à la volonté du gouvernement de payer les salaires des fonctionnaires au biétage à partir du mois de mai 2013, l'Union des syndicats des travailleurs du Niger, USTN, dénonce la précipitation de l'opération. Elle dénonce aussi l'impréparation qui la caractérise et demande au gouvernement de la programmer au plus tôt au mois de juillet 2013. Voici un extrait de la déclaration. Il faut dire que même si nous pouvons saluer, n'est-ce pas, cette opération, puisqu'elle permettra d'assainir un peu, il n'en demeure pas moins que l'USTN fustige, dénonce la manière cavalière dont le gouvernement veut procéder. Il y a de l'impréparation, et l'impréparation, le résultat c'est quoi? C'est des erreurs et autre chose. Je voudrais rappeler qu'un des ministères clés, qui est le ministère de la fonction publique, n'a pas été associé à cette opération. Alors que tous les dossiers des agents de l'État sont gérés par le ministère de la fonction publique. Si, à travers le biétage, le gouvernement pense rattraper certaines erreurs, qui du reste c'est lui-même qui est à la base, pour nous, l'USTN, il aurait fallu passer par un recensement physique d'abord. Toute question qui touche les travailleurs et surtout les salaires doit faire l'objet de discussions et d'informations avec les représentants des travailleurs que sont les syndicats.
Dans l'actualité également, le Sénégal, créé depuis 1995 par Serigne Sidi Ahmed Sy, l'ITFA, Islamic Tidjaniya Foundation of America, compte apporter sa solution aux problèmes des talibés qui hantent de plus en plus le sommet des Sénégalais. Un reportage de Mariam Mbeng Faye, Mbendambay et Antoumar. Jadis considéré comme un lieu d'apprentissage du Coran et d'éducation, le Dara est une tradition chez les musulmans. Ils estiment que confier leurs enfants à un marabout, c'est les aider à avoir un bon comportement et à maîtriser le Saint-Coran. Moi j'étais talibé, j'ai mendié, mais c'est pas de la façon que j'ai vu maintenant. Maintenant je pense que c'est du business. Tu prends ton enfant que tu donnes à un maître coranique, mais qui ne te voit jamais, mais ce dernier est obligé à vraiment nourrir ton enfant. S'il n'est pas salarié, il est obligé de trouver un moyen vraiment pour le faire. Souvent, c'est un prétexte pour les marabouts d'envoyer les enfants. Une situation décriée par l'association Islamic Tidjaniya Foundation of America qui, pour montrer sa preuve de solidarité, a donné un important lot de vêtements aux talibés. ITFA, donc, qui est une fondation qui a été créée par Serigne Ahmed Sy là-bas à Washington, a bien voulu envoyer des lots d'habits, de nourriture pour les enfants défavorisés qui sont dans les daras. Donc la cérémonie d'aujourd'hui, c'est une cérémonie de remise de dons. Donc il y a des habits pour les enfants, pour les garçons un peu plus âgés, mais aussi pour les filles. ITFA compte à travers ce geste résoudre les problèmes de certains daras, mais également aider les talibés à avoir un bon cadre de vie en dehors de l'apprentissage coranique. Du volet social, on passe au volet politique. Au Mali, l'ADEMA-PASJ se relance dans la reconquête du pouvoir. C'est au cours d'une conférence de presse hier à son siège à Bamako que le parti de l'ABI a présenté sa direction de campagne et son candidat pour la présidentielle du 28 juillet prochain. Agir ensemble pour un Mali uni, un slogan que l'on peut lire d'entrée de jeu à l'occasion de cette conférence de presse du Parti africain pour la solidarité et la justice. Cette rencontre qui a lieu ce mardi, jour anniversaire de l'ADEMA, a permis d'échanger sur les personnes, les événements et les crises qu'a traversé cette formation politique. Pour le premier vice-président du parti, en sa qualité de président par intérim, certes le navire a tangué, mais le moment est aux exercices pour remonter le courant et appelle à une véritable prise de conscience aiguë. L'occasion d'échanger sur notre parti, sur notre pays, sur toutes les réalités du moment, et je pense que cela se doit. La direction de campagne a été présentée à la presse. Cette équipe dirigée par Harouna Cissé s'articule autour de 12 commissions de travail, ainsi que des conseillers spéciaux et des chargés de mission. Le candidat du parti aux prochaines échéances électorales a également été présenté. C'est lui, Draman Dambélé, natif de Koutiala, dans la région de Ségou, au Mali. Minier de formation, ce quadragénaire entend aborder la campagne sans complexe et n'entend pas être le choix de la défaite, comme laissent croire les spéculateurs. Il s'est dit être à la hauteur de la confiance placée en lui. Je suis un candidat d'espérance et d'espoir pour la jeunesse. J'ai de la vision pour mon pays. Nous avons un projet de société. C'est un projet de réparation sociale, comme je l'ai dit tantôt. J'ai un projet aussi pour l'emploi des jeunes. J'ai un projet pour que l'école soit une école républicaine, l'égalité de la chance républicaine. À ce niveau-là, je pense qu'aujourd'hui, le pays a besoin d'un homme nouveau, comme moi, avec un parti qui a eu à gérer ce pays-là, qui a fait une remise en cause, qui fait l'ouverture, qui indique l'horizon. La présidentielle prévue le 28 juillet prochain, et le message des abeilles est clair, nous irons en rang serré. Mais la fleur Mali en attend beaucoup, car les défis sont nombreux. Voyons à présent ce qui fait le reste de l'actualité africaine en bref et en images. Une compilation signée Mahmoud Kabadiakiti. Le président Alpha Condé s'est exprimé ce mardi 28 mai à la radio-télévision nationale après les graves violences qui ont secoué Conakry ces derniers jours.
Selon le gouvernement, au moins 12 personnes ont été tuées entre jeudi et dimanche dans des affrontements lors d'une manifestation de l'opposition et dans les violences qui s'en sont ensuivies les 3 jours suivants. Le bilan est plus élevé selon les familles et des sources hospitalières. Hier soir, le chef de l'État a lancé un message d'apaisement. Quelle nouvelle mission pour les forces ouest-africaines en Guinée-Bissau? 4 chefs d'armée de la CEDEAO ont examiné ce mardi lors d'une réunion à Bissau la nouvelle mission à donner aux forces ouest-africaines stationnées depuis 1 an dans le pays. La nouvelle feuille de route élaborée met un accent sur le rôle de la police et souligne la nécessité de réformer les forces de défense et de sécurité sans toutefois donner plus de détails. L'ancien patron d'Elf, Loïc Le Floch-Prigent, inculpé au Togo pour complicité d'escroquerie, a déposé une plainte ce mardi contre les conditions de son arrestation en Côte d'Ivoire et son extradition au Togo en 2012, a-t-on appris auprès de son avocat. Pour rappel, Le Floch-Prigent, 69 ans, avait été incarcéré à la gendarmerie de Lomé pour escroquerie d'un homme d'affaires émirati. Libéré pour raison médicale le 26 février 2013, après 5 mois de détention provisoire, il était rentré en France le lendemain et n'a cessé depuis de clamer son innocence. Le réseau des autorités centrales et des procureurs d'Afrique de l'Ouest vient de tenir à Abidjan, en Côte d'Ivoire, sa première réunion officielle avec en toile de fond des échanges d'expériences en matière de crimes à caractère transnational, notamment le trafic de drogue, de médicaments contrefaits, d'espèces sauvages, de migrants ou encore de blanchiment d'argent. Une rencontre qui a pour but d'améliorer l'entraide judiciaire entre les pays. Dans le reste de l'actualité, le Burkina Faso pour parler de célébration. L'IAM, l'Institut africain de management, joue sa partition dans la célébration du 50e de l'Union africaine. La 2e édition de l'intégration africaine s'est tenue le week-end dernier dans l'enceinte de l'Institut. Joseph Paré, Jonas Bazi. 15 nationalités célèbrent l'intégration à l'Institut africain de management, IAM. C'est la 2e édition de la journée de l'intégration et cette année, elle reçoit la caution morale du doyen des ambassadeurs africains au Burkina Faso. L'Afrique a certes engrangé beaucoup d'acquis, mais elle fait encore face à de multiples contraintes. Les défis qu'elle doit relever pour un développement et une intégration réussie sont nombreux et complexes. Et c'est pourquoi elle a besoin de tous ses enfants pour gagner la bataille du développement et réussir une intégration portée par tout le continent. Elle a besoin de vos qualifications pour les synergies à créer, les chantiers à ouvrir et les champs à mettre en œuvre pour assurer son décollage économique. Une particularité de cette journée, elle se tient au moment où l'Union africaine fête son jubilé d'or. En tant que temple du savoir, je me dis que nous devons être les premiers à inculquer à nos étudiants cette valeur d'intégration. Et là, on a posé notre participation qui va être perpétuée parce que chaque année nous allons le rééditer et je pense que les étudiants ont compris ce message. C'est très réconfortant pour nous et ça nous raffermit dans notre position pour dire que les fondements de l'Union africaine doivent partir de nos écoles de formation, doivent partir des cadres que nous formons qui seront appelés demain à occuper en fait les institutions de notre pays. Alors que tous les chefs d'État soufflent sur les 50 bougies de l'organisation à Addis Abeba, IAM Ouaga laisse défiler toutes les couleurs africaines au Burkina Faso. Retour au Sénégal, à Dakar ce mercredi, le Centre africain d'études supérieures en gestion a tenu son 3e forum du manadier. Cet élément traditionnel organisé annuellement par l'Association des étudiants et manadiers du CESAC a vu la participation de nombreux experts consultants, d'entrepreneurs talentueux, de dirigeants de grandes sociétés sur des thématiques bien définies. Louise Tinassania, Suleiman Han et Antoumar. Cette 3e édition du Forum du Manager a pour objectif de faciliter l'insertion professionnelle et d'augmenter la visibilité du Centre africain d'études supérieures en gestion. Le CESAC crée ainsi un cadre de concertation et d'échange entre les étudiants et le monde professionnel. Ce Forum du Manager symbolise un moment important dans l'agenda événementiel du CESAC, car en plus de constituer une tribune d'innovation et de réflexion sur des problématiques actuelles,
Il représente aussi une opportunité pour nos étudiants d'interagir avec les acteurs du monde professionnel. Par ce forum, nous essayons de créer les conditions pour susciter chez les jeunes l'éveil de leur leadership. Organisé par l'Association des étudiants et managers de la dite école, ce forum est axé sous le thème « L'Afrique face aux défis technologiques, comment faire des TIC, un tremplin majeur du développement des entreprises africaines ». Ce thème a un sens, dans la mesure où ce destin pour l'Afrique est un destin lié à son développement. Dans la mesure où ce destin pour l'Afrique, c'est un destin lié à sa construction. Et si nous voulons construire le destin de l'Afrique, il faut que nous nous appuyions sur des leviers essentiels pour bâtir ce développement durable. Et ces leviers essentiels, nous l'avions basé sur l'éthique. L'éthique, parce que quand nous parlons d'enseignement, nous pourrons parler d'éthique. Quand nous parlons d'agriculture, nous devrons parler d'éthique. Quand nous parlons d'élevage, nous devrons parler d'éthique. Quand nous parlons de tous les secteurs porteurs de croissance, nous devrons parler d'éthique. Pour cette fois, le Forum du Manager voit la participation d'une 50aine d'entreprises nationales et multinationales et de plusieurs enseignants et professionnels du monde des affaires et de l'éducation. Je l'annonçais en titre du sport avant de refermer cette édition. Le régiment des parachutistes gabonais RPG et le bataillon de reconnaissance et de combat BRC qui ont pris part à la première édition du cross du chef d'état-major de l'armée de terre n'ont pu empêcher les militaires du régiment de commandement d'appui et de soutien de Baraka RCAS de dominer la compétition. Les explications avec Ismaël Obionzé et Thierry Mensa depuis Libreville. En temps de paix comme en temps de guerre, le sport fait partie de la rigueur des casernes militaires. Le commandement en chef de l'armée de terre gabonaise tient à le réaffirmer à ses troupes pour ce qu'il est convenu d'appeler un simple échauffement en prélude au calendrier à venir. Plus de 1000 agents des différents corps formant l'armée de terre ont donc parcouru 10 km partant du lycée technique national Omar Bongo dans la commune voisine d'Ovendo jusqu'au PK12 devant le camp du bataillon de reconnaissance et de combat. En tête du peloton, les vétérans suivis après par les juniors. Pour ce cross qui a primé 6 meilleurs coureurs, l'essentiel était surtout de participer, comme le disait Pierre de Coubertin. Reste néanmoins que la consigne est claire, le sport est ici obligatoire. Nous avons commencé par un échauffement, je dirais, mais au cours de l'année, nous aurons un 15 et nous clôturerons probablement par un 21 km, parce qu'il est inadmissible que ce soit l'armée française, ce sont nos partenaires certes, mais qui organisent tout dans un pays indépendant depuis plus de 50 ans. J'ai été mis à la tête de l'armée des terres pour que nous puissions travailler. Je travaillerai avec ceux qu'ils voudront. Ceux qui ne voudront pas, je m'en séparerai parce que je n'aime pas travailler avec les médiocres. C'est désormais chose faite, plus rien ne sera comme avant si l'on en croit le numéro 1 de l'armée de terre gabonaise. Cette première expérience sportive s'est achevée par une opération de distribution des capotes pour une sensibilisation contre le VIH-Sida auprès des militaires. C'est sur cette initiative sportive des militaires gabonais que se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et surtout merci de votre fidélité. Excellente soirée en compagnie des programmes d'Africa Télévision. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable.